Il faut qu'il y ait une complicité entre le peuple et nous. Et il faut que ce peuple comprenne que le Congo est un pays en danger. C'est un pays qu'il faut sauver. Il faut le sortir de la situation catastrophique, de la situation de ruine dans laquelle il a été plongé. Et pour ça, mais il faut une complicité entre nous. C'est ce que nous prenons. C'est pour ça que nous prenons, au niveau du Rassemblement des forces du changement, l'unité des forces politiques, des forces sociales et des forces citoyennes, pour que nous allions à une alternative crédible. Mais tel que c'est fait aujourd'hui, il faut que les Congolais prennent conscience. Aujourd'hui, le cri du peuple, c'est de libérer ce pays des griffes du colonialisme national. Lorsque l'on a posé ce principe, on peut donc comprendre qu'il puisse y avoir quelques pesanteurs, mais qui sont rapidement balayées, puisque nous affûtons nos armes pour aller au contact de la population dans les délais les plus brefs qui arrivent. Les choses ne se font pas comme ça de but en blanc. On ne va pas à la guerre fleur au fusil. Il faut s'organiser, il faut se donner les moyens. Et c'est ce temps-là que nous avons pris. C'est l'occasion, si le président Mirassa me le permet, de dire aux Congolais que en fin de week-end qui vient, le 14 septembre, est prévu officiellement l'Assemblée générale constitutive, donc qui valide la construction actuelle des forces du changement, du rassemblement des forces du changement, qui va se doter d'un directoire pour organiser le combat. Une fois que tous ces instruments sont mis en place, croyez-moi, M. Perrin, que la situation sur le terrain va changer et que le peuple va s'enorgueillir de ce que, oui, désormais l'opposition est debout parce que la peur aura changé de camp. Et elle va changer de camp. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette tribune avec les leaders politiques de l'opposition congolaise, notamment du Rassemblement des forces du changement. C'est ainsi qu'avec moi sur ce plateau, Dr Marcel Guitokoulou, médecin spécialiste anesthésiste, réanimateur, président du Congrès du Peuple. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Avec plaisir de vous retrouver. Merci, docteur Marcel Guitokoulou. Nous avons aussi Clément Mirassa, statisticien, économiste, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais depuis 1990. Bonjour Clément. Oh, bonjour Christian, c'est toujours un plaisir d'être avec toi sur le plateau de R7. Merci Clément de participer à cette tribune. Mal nommer les choses, vous le savez, c'est ajouter le malheur au monde, disait Albert Camus. Dans votre déclaration du 5 septembre dernier, très récente d'ailleurs, pour ceux qui voudront la consulter, elle est encore dans le fil de nos programmes, juste en bas de cette vidéo. Vous évoquiez des élections présidentielles de mars 2026, comme quoi vous y croyez et pensez que sous Denis Sassou Nguesso, le Congo peut organiser des élections crédibles auxquelles vous pourriez participer. C'est ce qu'il fallait comprendre de cette déclaration. C'est ça? La parole à qui voudra la saisir en premier. Ben, je laisse Marcel commencer. Bien, Docteur, merci, peut encore parler des élections au Congo-Brazzaville sous Denis Sassou Nguesso. merci beaucoup, Christian Perrin. Il faut d'abord rappeler que le processus électoral est un processus qui détermine la vie politique dans un pays démocratique. Et donc, partant de cette définition, l'élection fait partie de l'activité et de la vie quotidienne d'un État. En tant que rassemblement des forces du changement, donc opposition
au pouvoir, notre vocation est d'amener notre pays à l'alternance politique, mais par les voies démocratiques. Nous ne nous inscrivons pas dans ce que l'on appelle la violence institutionnelle. Nous voulons être ceux qui respectent l'état de droit. Aujourd'hui, il y a une échéance qui pointe à l'horizon, la plus importante d'ailleurs dans la vie d'un État, parce qu'il s'agit là de choisir celui qui aura dans ses mains le destin de 6 millions de Congolais que nous sommes. C'est donc un choix pas facile, ce n'est pas une décision à prendre avec beaucoup de légèreté. Il faut s'y engager de manière résolue en disant que ce n'est pas un simple rendez-vous, mais que c'est le temps du devoir, un devoir patriotique pour construire le changement. Notre combat aujourd'hui, si nous reconnaissons que l'élection, c'est le seul billet par lequel il faut accéder à l'alternance, est de fourbir toutes les armes nécessaires, de déployer toute l'énergie indispensable pour obtenir les conditions idoines qui permettent enfin aux Congolais de croire en ce que l'élection a été délibératrice d'un verdict populaire. Et ce verdict populaire, pour nous, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Pourquoi? Parce que tout simplement, après une gouvernance chaotique du président Denis Sassou Nguesso et du Parti congolais du travail, parti État, avec près de 42 ans cumulés sur les 65 ans de notre indépendance, affichant, si vous voulez, une vitrine négative vis-à-vis des Congolais par rapport aux attendus des 42 ans. Une vitrine, pardon, docteur, négative, vous avez dit. Pour ceux qui nous suivent, tous ne sont pas forcément congolais. Est-ce qu'on peut comprendre de quoi s'agit-il là, concrètement? Un bilan, affichant un bilan complètement négatif au bout de 42 ans d'exercice du pouvoir, donc 2/3 du temps de notre indépendance. Je ne vois pas comment le peuple congolais, les veuves et les orphelins en souffrance, vont réitérer une confiance aveugle, signer un blanc-seing en quelqu'un qui a érigé le néopatrimonialisme comme mode de gestion du pays, à quelqu'un qui aura de tout le temps usé du colonialisme national pour gouverner. C'est-à-dire que toutes les richesses du pays sont malheureusement accaparées par une minorité, alors que le peuple dans son entièreté est en pleine souffrance. J'ai entendu dire le Premier ministre que le pays avait besoin de l'expérience du président Denis Sassou Nguesso. Mais de quelle expérience? Est-ce l'expérience d'avoir endetté le pays à hauteur de quasiment 8 500 milliards, soit 95% de notre PIB national, au-dessus des objectifs fixés par la sous-région, qui est de 70%? Et c'est de l'expérience que de ne pas donner à manger à sa population. Et c'est de l'expérience que de ne pas assurer la redistribution économique à l'ensemble de la population qui en a grandement besoin, de par le biais de l'amélioration des différentes infrastructures, qu'elles soient sanitaires, sociales, de transport, etc. Donc je pense que le rassemblement des forces du changement croit en ce que le changement est possible dans le pays et se bat pour ne pas que les élections qui viennent soient encore une fois
des élections qui soient organisées dans les chaumières avec un résultat connu d'avance. Mais nous voulons nous battre pour qu'il se tienne un scrutin de qualité, parce que l'organisation d'une élection, sa gestion, sa gouvernance, d'elle dépend la crédibilité du résultat. Ce combat, nous le mènerons avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie. Et Voilà, je M. voulais Kamel. aussi savoir, oui, je me tourne donc vers Clément Mirassa. Est-ce que vous tenez compte, disons, des délais, j'allais dire, du timing qui nous reste? C'est presque dans 6 mois que cette élection pourrait intervenir, si jamais elle aura lieu, bien entendu. Et dans votre déclaration, vous disiez également être donc prêt à vous engager résolument dans un processus démocratique vient de rappeler tout à l'heure le docteur Marcel Nguitokoulou, est transparent, mais jamais ne cautionnera un simulacre d'élection organisé dans l'opacité, l'injustice, l'exclusion et aux résultats connus d'avance. Que faudrait-il comprendre par ces mots, Clément Mirassa? Merci Christian pour la question. Je vais d'abord compléter Marcel en disant un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut tenir compte de notre histoire, de notre passé. Et dans une des séquences de notre passé, Denis Sassou Nguesso était à l'opposition sous le président Pascal Lissouba. Et les Congolais se souviennent que le PCT était qualifié d'opposition radicale. Je crois qu'on se rappelle des déclarations violentes qu'ils ont faites à l'époque. Mais Denis Sassou Nguesso a développé un certain nombre d'idées, il a fait un certain nombre de déclarations. Et parmi les déclarations qu'il a faites, j'ai retenu celle où il disait que jamais, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Et il a redit que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et ensuite, je continue. Il dit, j'insiste pour dire que jamais nous n'accepterons que soient organisées les élections hors la loi. Or, Christian, depuis notre passé récent, la seule élection libre, transparente, crédible, démocratique et apaisée qui a été organisée, c'est celle sous le Premier ministre André Milongo en 1992. Toutes les autres élections l'ont été de façon hors la loi. Et nous revenons, parce que l'élection dans le processus démocratique, c'est constitutionnel. Et l'élection présidentielle au Congo devrait avoir lieu entre le 8 et le 15 mars 2026. Quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant? Mais c'est que M. Denis Sassou Nguesso est pris dans le siège, dans son piège. Et le piège, c'est lequel? Mais il n'a fait que violer la Constitution. Et nous avons les preuves. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui attribue comme ça. Vous savez, par exemple, qu'il n'a jamais déclaré son patrimoine. Vous savez, par exemple, qu'il est président du Parti congolais du travail. Et j'ouvre ce volet, pourquoi? Parce que si on appliquait les lois, comme Colline Makosso aime le dire, la démocratie, c'est avant tout et d'abord la loi, rien que la loi. Mais appliquons la loi. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et les lois qui ont été adoptées par le Parti congolais du travail disent clairement, notamment la loi 20-2017 du 12 mai 2017, dans son article 31, que dans ce cas, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné. Et si on suspend le PCT, le scénario, c'est lequel? Il faut que les Congolais le sachent. Tout tombe. Il n'y a plus d'assemblée. Il n'y a plus de Sénat. Mais le pays ne meurt pas. On est obligé d'aller vers une rencontre des Congolais pour définir l'avenir. Et la question qu'on pose au président Sassou, va-t-il continuer à organiser des élections hors la loi? Nous allons parler de la conformité à la loi tout à l'heure, j'espère. Mais le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Le ministre Mboulou a fait dire par son directeur général préfet de l'administration du territoire que les partis ne sont ni sanctionnés, tout ça, donc à se conformer. Mais le président Sassou ne peut pas se conformer à la loi. Pourquoi? Et il faut que les Congolais le comprennent. Parce que la déclaration de patrimoine, par exemple, se fait lors de la prise de fonctions. Et la dernière fois que le président Sassou a pris ses fonctions, c'est le 16 avril 2021. Il n'a pas déclaré son patrimoine. Aujourd'hui, il ne peut pas le rattraper.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On instrumentalise. On suit le Premier ministre qui dit que le peuple congolais a réquisitionné Denis Sassou Nguesso. On suit Isidore Mbouba, qui en plus est président de l'Assemblée nationale, président du Parlement réuni en congrès, faire la campagne d'une personnalité qui n'est pas en conformité avec la loi. Il faut que ça soit dit aux Congolais. Il ne faut pas Oui, que mais les Congolais évidemment, aient peur. Clément Mirassa, je ne sais pas qui va répondre à cette question. Tout ce que vous êtes en train de décrire, mais c'est bien là les caractéristiques d'une dictature. Et une dictature n'organise pas les élections pour les perdre. Ça, tout le monde le sait. Et une des grandes caractéristiques d'une dictature, c'est le non-respect de la loi. Nous sommes dans ce cas de figure au Congo-Brazzaville. Est-ce que lorsque je vous entends, vous comptez sur la bonne foi du Parti congolais du travail ou de ce gouvernement pour sanctionner Sassou, sanctionner le PCT? Ou c'est à vous Nous comptons l'opposition de sur. le faire? Ben, nous, l'opposition, nous le faisons déjà, Christian. Toutes les émissions que nous faisons pour la prise de conscience, et ce n'est qu'une démarche vers cela. Et nous disons au peuple congolais, puisqu'assez souvent on nous reproche de ne pas être debout, etc. Mais je reproche au peuple congolais aussi un certain nombre de choses. Lorsqu'en 2016, Jean-Marie Michel Moukoko s'est levé, et quand il s'est retrouvé dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé, nous, le peuple, nous ne l'avons pas soutenu. Et nous ne l'avons pas soutenu jusqu'aujourd'hui, puisqu'il est toujours en prison. Donc, il faut qu'il y ait une complicité entre le peuple et nous. Et il faut que ce peuple comprenne que le Congo est un pays en danger. C'est un pays qu'il faut sauver. Il faut le sortir de la situation catastrophique, de la situation de ruine dans laquelle il a été plongé. Et pour ça, il faut une complicité entre nous. C'est ce que nous prenons. C'est pour ça que nous prenons, au niveau du Rassemblement des forces du changement, l'unité des forces politiques, des forces sociales et des forces citoyennes, pour que nous allions à une alternative crédible. Mais tel que c'est fait aujourd'hui, il faut que les Congolais prennent conscience. Mais le président Sassou, le PCTE, ils sont dans un paradoxe. Ils parlent de paix, mais ils ne font rien pour qu'il y ait la paix. Ils parlent de respect de loi, mais ils ne font que violer la loi. Comment on fait? Et nous, on ne peut pas rester tranquille. Et je crois que l'une des dimensions que nous avons retenues de suivre au niveau du Rassemblement des forces du changement, je crois que la déclaration qui a été lue tout dernièrement, le 5 septembre, a été claire là-dessus. Nous disons que nous nous battons pour obtenir des conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et haute, et que nous continuerons à nous battre et nous appelons le peuple congolais à nous suivre. Maintenant, ce qu'on nous dit, que le peuple nous attend, mais qu'ils attendent, un appel leur sera lancé à un moment donné et c'est en ce moment-là que nous verrons, parce qu'on prend l'image de la Côte d'Ivoire, c'est lorsque l'appel sera lancé que nous mesurerons également et l'engagement et la détermination du peuple congolais à ce que nous allions véritablement vers un changement parce qu'on ne peut pas continuer avec la situation telle que nous la vivons aujourd'hui. On va Voilà ce prendre que je peux également dire. l'image évidemment de l'IDC Froca dans les années 2015-2016. On a vu comment est-ce que les Congolais ont été mobilisés. Docteur Marcel Guitoukulu, je reviens sur le rassemblement des forces du changement, annoncé avec force il y a pratiquement plus d'un mois, et nous avons vu tous comment le PCT s'est agité de savoir qu'une nouvelle force politique naissait. Mais que représente-t-elle aujourd'hui ces forces du changement à l'heure où nous réalisons cette tribune? Parce qu'on a l'impression que finalement c'est resté une annonce et sur le terrain on ne voit rien. Non, je pense que pour comprendre l'évolution ou la progression du rassemblement des forces du changement, il nous faut resituer le problème. Resituer le problème signifie comprendre pourquoi, dans ce pays, il semble apparaître, en tout cas de mon point de vue, une sorte de désert politique dans l'opposition. Cette question, en elle tout seul, explique le comportement à la fois du personnel politique, mais également du peuple, qui a perdu tout lien de confiance avec son bras politique qu'est l'opposition. Et c'est en cela
que certains responsables politiques de l'opposition se sont retrouvés pour lancer le rassemblement des forces du changement, opposition au pouvoir. Vous êtes sans ignorer que la dictature, pour régner, elle est obligée de diviser. Et nous le vivons constamment. D'ailleurs, on nous divise opposition parlementaire, opposition extra-parlementaire, opposition du pouvoir, opposition radicale. Non, nous disons simplement que n'est pas opposant politique celui qui refuse de s'allier aux autres pour privilégier l'intérêt personnel, alors qu'aujourd'hui, le cri du peuple, c'est de libérer ce pays des griffes du colonialisme national. Lorsque l'on a posé ce principe, on peut donc comprendre qu'il puisse y avoir quelques pesanteurs, mais qui sont rapidement balayées, puisque nous affûtons nos armes pour aller au contact de la population dans les délais les plus brefs qui arrivent, pour expliquer la situation économique réelle du pays, parce qu'il ne suffit pas de dire nous avons une croissance à 4,5% pour que les Congolais vivent mieux. Encore faudrait-il dire aux Congolais qu'est-ce que c'est qu'un taux de croissance. La croissance dont on a besoin, c'est celle qui va répondre au panier de la ménagère. Et donc, les forces du changement sont en train de fourbir des armes pour que, dans les meilleurs délais, le contact soit pris avec la base et que, enfin, il y ait un début, sinon un changement des rapports de force politique entre ceux qui sont là comme prédateurs et nous autres au rassemblement des forces du changement qui impulsons une logique du changement. Alors, est-ce que le rassemblement, en tant que pôle politique, doit rester seul dans son coin? Je ne pense pas. Nous devons aller également à la rencontre d'autres plateformes politiques pour trouver des points d'intersection qui nous permettent, dans l'unité d'action, de faire plier le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà un peu pourquoi les choses prennent un peu de temps, mais avec un peu de patience, on va y arriver. Alors, à l'endroit du peuple congolais, il y a aussi un message fort qu'il faille faire passer. Son bras politique fait le travail, mais son travail, c'est celui d'objecteur de conscience, de montrer la voie, de stimuler. Mais si le peuple continue de s'enfermer dans une logique du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que on a de l'admiration pour celui qui lui fait mal, ou alors si le peuple continue dans une peur de la terreur, parce que c'est un régime de terreur, alors là, se posera un problème. Comment on arrivera à la libération? Oui, mais après, on vous Un posera la peuple, question, un docteur Pardo. esclave, s'il vous plaît, un esclave est le seul acteur de sa libération. Mais nous sommes là avec le peuple parce que nous sommes nous-mêmes éléments du peuple et nous combattrons ensemble. Évidemment, je disais tout à l'heure, après on vous posera la question de savoir qui va conduire, qui est-ce le peuple qui vous conduira, ou c'est vous, les leaders, qui allez conduire le peuple. Les leaders, c'est le bras politique, c'est le travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Rassembler les forces, rassembler les énergies, rassembler les moyens, à la fois financiers, mais à la fois les moyens humains, pour que, enfin, la machine puisse décoller. Mais quand la machine décolle, il va falloir que le peuple derrière suive. Il va également falloir que chacun d'entre nous puisse se dire le temps du devoir est arrivé. Il ne suffit pas de dire il y a le rassemblement et on attend. Non, le rassemblement a besoin justement de l'apport de l'ensemble de la population congolaise pour aller de l'avant.
Le rassemblement doit nous encourager. Le rassemblement doit signifier au peuple que le moment est venu et le peuple doit encourager le rassemblement à aller toujours de l'avant. Merci, docteur. Alors, Clément Birassa, tout à l'heure, vous disiez, le moment viendra où le mot d'ordre sera donné aux Congolais pour qu'ils se mobilisent et pour évidemment empêcher un nouveau passage en force. Ici, moi, je me rappelle un peu l'expérience de l'IDC Focad, je l'ai dit déjà tout à l'heure, 2015-2016. À ce que je sache, cette force n'avait pas besoin d'une reconnaissance administrative en tant que telle. Est-ce que le mot d'ordre dont vous faites état viendra, je ne sais pas quand, est-ce que vous attendez une reconnaissance administrative, c'est-à-dire de ce rassemblement des forces de changement, ou bien vous allez vous mouvoir comme l'ont fait déjà, en 2015-2016 l'IDC et le FROCAN? Merci pour ta question, Christian. Mais je vais d'abord compléter ce que Marcel a dit. Je crois qu'au niveau du rassemblement des forces du changement, nous allons essayer de travailler selon un principe en nous disant, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des preuves d'opposition. Donc, il faut que nous nous organisons. Et les preuves, nous les donnons. Christian, c'est sur R7 que tu as reçu des messages où on disait qu'on voulait tuer Clément Mirassa parce qu'il dérange. Mais c'est parce que le travail que nous faisons touche déjà au plan de la prise de conscience et nous avançons assez sérieusement. Lorsqu'on parle de l'opposition de façon générale, Christian, Marcel a essayé de parler de l'opposition parlementaire. Il dit qu'il y a une opposition parlementaire et une opposition extra-parlementaire. Expliquez-moi comment depuis 22 ans, il y a, dit-on, une opposition au sein de l'hémicycle de l'Assemblée. Expliquez-moi comment depuis 22 ans, cette opposition n'a pas posé le problème de la conformité de Denis Sassou Nguesso à la loi. Expliquez-moi comment pendant 22 ans, cette opposition n'a pas été capable de relever que Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine. Vous n'allez pas me dire que c'est caché. Vous n'allez pas me dire que c'est caché. Donc, ce sont des choses qui s'expliquent correctement. Maintenant, quand on regarde avec l'évolution des choses, moi, j'ai suivi le texte que Pascal Tchatima Biala a lu à l'occasion de la préparation du Conseil national de l'UPADES. Ce que j'ai retenu de fort, c'est quoi? C'est deux aspects. Le premier aspect, il dit que le pays va mal, très mal. C'est ce que nous disons. Le pays va mal. Qu'est-ce que les députés qui sont à l'Assemblée ont fait pour le contrer? Est-ce qu'on les a empêchés de contrer que le pays aille mal, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour lutter contre l'enrichissement illicite? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour poser un certain nombre de choses? Donc, je crois que sur ce constat, nous tous, nous sommes d'accord que le pays va mal. Il va même très mal. Maintenant, ensuite, Christian, lorsqu'on évoque un certain nombre de problèmes, avant que je ne réponde à ta question, je vais essayer d'expliquer aux Congolais quelle est la stratégie qui a été mise en place par le PCT. La stratégie qui a été mise en place par le PCT aujourd'hui, reconnaissant que Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi, c'est d'essayer de faire croire à la population congolaise et à la communauté internationale que toute la population réclame Denis Sassou Nguesso. C'est d'ailleurs ce que Colline Makosso a dit. Et tout d'un coup, le Congo qui n'a pas d'argent, on a vu de l'argent sortir pour des activités qui sont menées par des dignes Elvis, etc., pour donner l'image de ça. Il ne faut pas que les Congolais soient perturbés. Il faut au contraire que nous continuions à expliquer que le Congo va mal, très mal, et que Denis Sassou Nguesso l'a conduit à la ruine, à la catastrophe, et que ce n'est pas en 5 ans qu'il pourra faire ce qu'il n'a pas pu faire en 40 ans. Christian, 65 ans après l'indépendance, on n'a pas d'eau. 65 ans après l'indépendance, on n'a pas d'électricité. Quel bilan nous voulons encore? Maintenant, pour revenir à ce que tu dis sur le FROCAD IDC, nous avons fait à l'époque, nous avons fait 2 très grands meetings. Un à Brazzaville, un à Pointe-Noire. Et tu sais bien que nous avons eu les autorisations administratives nécessaires. Nous n'avions pas eu d'autorisation en tant que FROCAD, mais nous avons saisi les autorités pour dire que nous allons faire le meeting. Mais en dépit de ce que ces autorisations ont été obtenues, mais tu as vu ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Nous étions pratiquement mis aux arrêts.
nous, la délégation qui était venue de Brazzaville, nous étions déjà pratiquement mis aux arrêts. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé à Brazzaville. C'est vrai que des choses nous ont été reprochées. Maintenant, il faut que nous en tirons les leçons. Et je rappelle ce que Thierry Mongala a dit au cours d'une quinzaine. Il a dit qu'au Congo, il y a la liberté d'expression, qu'il y a la liberté de réunion, qu'il y a la liberté d'association et de manifestation. Mais c'est eux qui empêchent les manifestations. Vous avez vu le 10 juillet, lorsqu'il y a eu des vidéos qui sont passées pour dire qu'il allait y avoir une marche. Vous avez vu comment la ville de Brazzaville a été occupée. Les engins militaires partout, c'est de la terreur. Donc, en fait, il faut que les Congolais comprennent que nous devons sortir de la peur dans un contexte où le pouvoir a choisi de terrifier les Congolais. Et vous voyez les attaques dans les quartiers. On apprend qu'il y a les bébés noirs, les Koulouna qui utilisent les machettes pour faire mal, etc. Mais c'est dans cette adversité que nous devons nous lever pour continuer. Et c'est pour ça que je dis que lorsque le moment viendra, parce que comme Marcel l'a dit, nous nous organisons, mais le moment viendra où nous lancerons l'appel pour que nous ayons soit un meeting, soit une marche, soit un certain nombre de choses. Ce que nous souhaitons, c'est que les Congolais répondent à l'appel, qu'ils répondent à l'appel. Et en Oui, ce mais parce que moment-là, les la Congolais, évidemment, dynamique vous retournent la question. Ils disent que bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mobilisation. Voilà pourquoi moi je vous posais la question. Est-ce que vous attendez une reconnaissance administrative avant d'aller sur le terrain ou vous allez faire comme les autres, comme des vrais politiques qui vont braver, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut braver la peur. Il faut commencer à se mouvoir sur le terrain. Christian Perrin, Docteur, je me permets de prendre la parole pour repréciser que, comme le disait le président Mirassa tout à l'heure, nous n'avons pas besoin que ce régime dictatorial nous donne la conduite à tenir. Mais nous avons obligation de mieux nous préparer pour assurer un succès à l'action que nous allons mener. Les choses ne se font pas comme ça de but en blanc. On ne va pas à la guerre fleur au fusil. Il faut s'organiser, il faut se donner les moyens. Et c'est ce temps-là que nous avons pris. C'est l'occasion, si le président Mirassa me le permet, de dire aux Congolais que en fin de week-end qui vient, le 14 septembre, est prévu officiellement l'Assemblée générale constitutive, donc qui valide la construction actuelle des forces du changement, du rassemblement des forces du changement, qui va se doter d'un directoire pour organiser le combat. Une fois que tous ces instruments sont mis en place, croyez-moi, M. Perrin, que la situation sur le terrain va changer et que le peuple va s'enorgueillir de ce que, oui, désormais l'opposition est debout parce que la peur aura changé de camp et elle va changer de camp. Tout, tout ce qu'il y a comme indicateur aujourd'hui ne peuvent que nous inciter à aller de l'avant. Indicateur de progrès social, l'IDH, nous sommes 121e. Indicateur de pauvreté, presque 50%, et ainsi de suite. Mais comment voulez-vous qu'un peuple, sous pression de cette façon, puisse continuer à penser que ce pouvoir, c'est celui-là qui doit se renouveler et qui, comme ils le disent, ensemble poursuivons la marche vers l'émergence. Mais de quelle émergence on parle? L'émergence avec les bébés noirs? L'émergence avec la corruption? L'émergence avec la dilapidation des fonds publics? Je suivais encore sur une chaîne concurrente à la vôtre, la matinale, si vous permettez, je vous en qui prie. était en train d'égrener il y a 2 jours les détournements réalisés par un bon nombre de ministres. Je dis bien un bon nombre de ministres sur des troupeaux de bœufs
qui étaient affectés à l'organisation de l'élevage dans le pays. Ils Et volent vous même trouvez les ça bœufs. normal? Même les Vous bœufs. trouvez, vous trouvez ça normal? Et ce n'est pas n'importe quel ministre, parmi les plus importants du pays, des ministres d'État, qui se sont servis tout bonnement. Non, ça on condamne. Et le peuple congolais, grâce aux réseaux sociaux, puisque les instruments de communication au niveau national sont confisqués par le pouvoir, grâce aux réseaux sociaux et au travail que vous faites, le peuple congolais est assuré de savoir qui est pour lui et qui n'est pas pour lui. En tout cas, pour ce qui nous concerne, depuis l'annonce de la constitution du Rassemblement des forces du changement, nous donnons la preuve que nous voulons nous battre et que nous allons nous battre pour enfin construire le changement et dans la rupture dans notre pays. Voilà le complément que je voulais apporter. Merci, docteur Marcel Guitoukoulou. Je rappelle que vous êtes président du Congrès du Peuple, membre du Rassemblement des Forces du Changement. Et au début de cette émission, vous parliez de prendre part à l'élection présidentielle parce que finalement, c'est la forme la plus convenable pour une démocratie. Et je reviens donc sur cette question pour savoir quelles seraient les conditions permissibles, bien sûr, selon les forces de changement pour que vous preniez part à cette élection. Parce que, bon, je sais qu'il est encore, j'allais dire, il est prématuré de parler encore de la candidature ou la personne qui représentera cette force au niveau des élections, mais est-ce qu'on peut comprendre les conditions qui pourraient évidemment permettre aux forces de changement de prendre part à cette élection? Mais je peux commencer par répondre à la Je question. vous en prie, Clément. Je crois que ces conditions, pour la plupart, ont été posées par Denis Sassou Nguesso et par le PCT lorsque le président Pascal Lissouba était au pouvoir. Et pour certaines, elles ne sont pas résolues. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Je vais d'ailleurs me reposer sur une concertation qui a eu lieu au Congo, notamment la concertation de Madingu. Pourquoi je me repose sur celle-là? Parce qu'à la concertation de Madingu, Guy Brice Parfait Kolela, que Dieu ait son âme, Pascal Tsati Mabiala et Claudine Mounari, nous ont rapporté qu'il n'y avait pas eu le consensus sur les problèmes essentiels de la gouvernance électorale. Et ils n'étaient pas en harmonie avec le pouvoir qui disait tout a bien marché. Et ils avaient fait appel au président de la République pour trancher sur un certain nombre de questions sur lesquelles je vais revenir. La première question, Christian, mais c'est la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Et je suis surpris par le comportement du PCT. Pourquoi? Mais parce que Clément Mierassa, Denis Sassou Nguesso, Bernard Kolela, Jean-Pierre Tissé-Chikaya, etc., et bien d'autres, nous avons signé un mémorandum en mars 1997 que nous avons adressé au président Pascal Lissouba, dans lequel nous avons défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Et lorsque le premier ministre David Charles Ganao, que Dieu ait son âme, avait osé dire que son gouvernement allait organiser les élections, le PCT a réagi avec violence. Il faut qu'on le rappelle. A réagi avec violence en disant un démocrate sincère n'a pas peur d'une commission nationale véritablement indépendante. D'où vient qu'aujourd'hui le PCT a peur qu'on mette une commission nationale électorale véritablement indépendante. Et je rappelle au PCT, et ils le savent, que la déclaration de Bamako de 2000 est claire sur cette question. Je rappelle aussi que la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance est claire également là-dessus. Une commission nationale électorale véritablement indépendante, c'est une commission qui a le contrôle de tout le processus électoral depuis le départ jusqu'à la proclamation des résultats. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez l'implication du ministère de l'Intérieur avec le ministre Mboulou. Depuis 1997 qu'ils sont revenus au pouvoir, ils se refusent à faire ça. Le Deuxième aspect processus est extrêmement déjà presque en marche, puisque là, ils ont déjà annoncé la important. révision J'en viens. Deuxième problème extrêmement important, c'est celui de la maîtrise du corps électoral. Et ce débat a eu lieu pendant de nombreuses années. Et je suis surpris que le ministre Mboulou lance son opération de révision. Pourquoi? Mais parce que le ministre Mboulou sait qu'en 2013, à Dolisie,
il avait été arrêté et dit clairement par leur fameuse concertation, auquel je n'ai pris part, que la méthodologie proposée par l'administration, consistant à utiliser la méthode de la révision des listes, ne permet pas d'avoir la maîtrise du corps électoral et donc ne permet pas la bonne mise à jour du fichier électoral. Pourquoi le ministre Mboulou le fait? Maintenant, en liaison avec ça, Christian, je rappelle au ministre Mboulou, quand le 12 mars 2024, il y a un peu plus d'un an, il a invité à une réunion les groupements politiques, majorité, centre, etc. Et au cours de cette rencontre, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il allait avoir la convocation d'une concertation, comme à l'habitude, pour regarder, préparer l'élection présidentielle. Ensuite, il allait avoir le problème de l'examen de la biométrie qui devait être utilisée justement pour l'amélioration au niveau de la maîtrise du corps électoral. Et le troisième point, il allait avoir une refonte de la loi électorale pour permettre de prendre un certain nombre d'avis. Et il a demandé aux différents groupements politiques de faire des propositions. Christian, pose-toi la question. Pourquoi non seulement on ne parle plus de concertation, non seulement on ne parle plus de biométrie et on retombe sur la révision. Vous voyez bien que c'est une arnaque et on ne peut pas continuer à faire ça. On ne peut pas continuer, à mon avis, à aller dans ce sens. Maintenant, s'agissant toujours de la refonte de la loi, mais le ministre Mboulou doit savoir que eux qui vont à toutes les concertations, à la concertation de Wando en 2022, il a été retenu un certain nombre de choses à faire. Et parmi ces choses à faire, au-delà de la biométrie, parce qu'on en disait que pour les élections législatives, ce n'était pas possible. Mais au-delà de la biométrie, on a arrêté, par exemple, le principe de la révision en baisse des taux de cautionnement. Ces gens qui se sont enrichis par le vol et par les détournements ont fini par fixer le taux de cautionnement pour l'élection présidentielle à 25 millions. Vous vous rendez compte? Mais le pays est en crise. Dans beaucoup de pays, il y a même la réduction du train de vie de l'État. Mais à Rwanda, et beaucoup de voix se sont déjà élevées pour proposer au gouvernement qu'il faut ramener le taux de cautionnement de l'élection présidentielle de 25 millions à 5 millions. Donc, il faut que tout ça soit pris en ligne de compte. Maintenant, par rapport aux autres aspects, pourquoi les gouvernants actuels ont peur de tenir ne serait-ce qu'un conseil national de dialogue sur la question de la gouvernance électorale? Je rappelle, Christian, je vais terminer par là, que les articles 227 et 228 de la Constitution instituent le Conseil national de dialogue comme organe de réconciliation, organe d'apaisement, organe de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les problèmes d'intérêt national. Mais la gouvernance électorale, ce n'est pas un problème d'intérêt national. Mais comme ils veulent aller parce que ce qui se passe au Congo, et il faut relire le préambule, ce n'est pas autorisé par le préambule, ce qui se passe au Congo actuellement, c'est la préparation d'un coup d'État électoral, sinon d'un coup d'État constitutionnel. Et ça, on ne peut pas parler de paix et avoir. Et c'est ce que nous dénonçons régulièrement pour mettre à nu, quand on le peut, les pratiques qu'ils sont en train. Donc voilà un peu, Christian, en gros, mais il y a d'autres aspects. Et depuis pratiquement plus de 10 ans, ces gouvernants n'arrivent pas à prendre un texte de loi pour plafonner les dépenses des campagnes électorales. Vous trouvez ça sérieux? Et à chaque fois, ils parlent d'une commune. Depuis plus de 10 ans, ça a commencé, je crois, à Evo en 2011 et jusqu'à maintenant, on n'a pas été mais si on n'a pas les compétences, mais recrutons les compétences et puis faisons. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Mais parce que ça ne les arrange pas. Et il y a d'autres aspects sur lesquels on peut revenir. Mais voilà, Christian, sur les aspects sur lesquels nous tenons. Mais aujourd'hui, l'aspect le plus important sur lequel on revient, et là où le PCT se retrouve en difficulté, mais c'est la conformité à la loi. Pourquoi je dis que c'était cet aspect important? Parce que le ministre de l'Intérieur avec Raymond Zéphirem-Boulou, le ministère de l'Intérieur avec Raymond Zéphirem-Boulou, sort des textes sous forme d'arrêtés ou de listes publiant la liste des partis qui sont conformes. Nous avons prouvé que pour ce qui a été fait dans l'arrêté 1726 du 30 juin 2025, la quasi-totalité des partis qui ont été retenus ne sont pas conformes à la loi. Et Mboulou a dit quoi? Mais Mboulou a envoyé son directeur de l'administration du territoire pour dire
Vous n'avez pas été averti, vous n'avez pas été blâmé, vous n'avez pas été suspendu, vous n'êtes pas dissous. Mettez-vous en conformité. Et nous répondons au ministre Mboulou. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Que le ministre Mboulou prenne les dispositions pour que et le PCT et le président Denis Sassou Nguesso se mettent en conformité avec la loi. On ne fait que leur retourner ce qu'ils ont voulu proposer aux autres parce qu'il faut que les Congolais aient dans leur esprit que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas au-dessus des lois. Il est un citoyen comme tous les autres. Et l'article 15 dit clairement que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. La Constitution a été adoptée. Donc voilà, maintenant, il faut que les Congolais sachent que le président Sassou et le Parti congolais du travail ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et se conformer à la Constitution pour le président Sassou Nguesso, c'est se mettre en règle par rapport à son problème de déclaration de patrimoine. Mais je rappelle aux membres du PCT que ça se fait le jour de la prise de fonction. Et il a pris ses fonctions le 16 avril 2021. Je ne sais pas comment ça va se faire. Maintenant, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail et le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Donc voilà, Christian. Tout à fait, oui. C'est un peu long, mais c'est pour que les gens comprennent un peu la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. Voilà, c'est l'article 80 et pour ceux qui voudront bien sûr le consulter, c'est d'aller lire la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, l'article 80, mais aussi l'article 77 parce qu'il avait prêté serment de faire respecter la Constitution, ce qu'il n'arrive pas à faire. Alors, je reviens en complément du président Mirassa, si vous permettez. Je vous en prie. Comme je disais dans l'entame de cette émission, de la qualité de la gouvernance électorale dépendra du crédit qu'on va donner aux résultats de l'élection présidentielle. Et c'est en cela, et le président Mirassa a raison, d'insister sur la nature, la qualité et les compétences de l'organisme chargé d'assurer cette gouvernance électorale. La fameuse commission d'organisation véritablement indépendante. Véritablement indépendante. Non seulement qu'elle est indépendante, elle doit allier l'impartialité, elle doit allier l'intégrité, elle doit allier la responsabilité, mais également assurer un service de qualité, parce que gérer une élection, c'est un service qu'on va mettre à la disposition des populations. Donc, de bout en bout de l'opération électorale, il faudrait que cette commission soit à la tâche et véritablement crédible vis-à-vis de l'opinion nationale et l'opinion internationale. C'est le combat que nous menons, nous, au niveau du Rassemblement des forces de changement. Et en complément de ce que disait le président Mirassa, il est hors de question que dans notre pays soit désormais installée l'idée d'une démocratie censitaire. On a de l'argent, on peut participer à la gestion du pays. Non. La démocratie, c'est une affaire du peuple et par le peuple. Ce n'est pas une affaire qui appartient aux nantis et qui impose leur volonté aux autres. Aujourd'hui, on a fait passer dans l'idée populaire que les salaires sont payés par M. Denis Sassou Nguesso. Mais non, mais c'est archi faux. Les salaires sont payés par la sueur, la transpiration, l'énergie dépensée par les compatriotes qui sont au travail, qui sont au four et au moulin. Et c'est plutôt les Congolais, c'est les Congolais qui payent Denis Sassou Nguesso, c'est pas Denis Sassou Nguesso. Et même leur travail leur est volé. Parce qu'il y a une équipe qui est là, qui dilapide les fonds à tout instant. Et ce n'est pas les moindres. C'est l'équipe dirigeante du pays, le président y compris, sa famille y compris, ses ministres y compris. Il faut que ce chantage s'arrête. On a fait passer l'idée aux Congolais que la paix, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Mais je m'insurge contre cette déformation de la communication. Je m'insurge contre cette idée de vouloir dire que dans ce pays, seul le président a le monopole de la paix. Mais non, mais c'est archi faux.
De quelle paix on parle? Si c'est l'absence, le crépitement d'armes de guerre, on peut comprendre. Mais la paix englobe beaucoup de problèmes. Il faut que le peuple soit dans un état moral, dans un état social et dans un état physiologique compatible avec la vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Nous avons donc besoin d'expliquer aux Congolais que tous ces discours ne sont que des discours pour imposer à la tête un système qui est aujourd'hui décrié, pour lequel les Congolais n'ont plus de sentiments positifs. Ils n'attendent qu'une seule chose, qu'ils aient l'honnêteté de partir. Mais on le sait très bien qu'une dictature, une fois qu'elle est incrustée, elle insiste. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, derrière, la dictature a peur de répondre à l'état de droit des faits, des délits et crimes qui ont été commis pendant le temps de leur gouvernance. Mais de ce point de vue-là, j'aimerais rassurer le peuple congolais. Le rassemblement des forces de changement ne s'inscrit pas dans une politique revancharde. Le rassemblement des forces du changement, aujourd'hui, s'inscrit dans une dynamique d'amener autour de lui toutes les forces politiques et civiles qu'on appelle les forces vives de la nation pour réfléchir sur la manière de dire le droit et d'établir dans notre pays non pas un régime appartenant aux hommes forts, mais un régime dans lequel l'État, lui, serait fort, puissant, pour impulser le progrès, impulser le développement. Parce que impulser le progrès, impulser le développement commence par le respect du droit. Comment voulez-vous attirer des investisseurs dans le pays pour bâtir le progrès si seulement on ne s'attaque pas à la corruption, si seulement on ne s'attaque pas à la violence? L'État doit mettre à disposition des investisseurs un cadre juridique acceptable, doit protéger le déplacement des marchandises, des biens et des personnes, mais doit également protéger les investissements de ceux qui viennent exercer du commerce dans notre pays. Or, aujourd'hui, personne ne peut exercer tranquillement son commerce ou investir en toute sérénité s'il n'a d'acquaintance avec ceux qui gouvernent. Mais c'est connu de tout le monde. C'est décrié par tout le monde. Quelle respectabilité pour le pays au plan international? Il faut que tout cela s'arrête. Il faut que tout cela s'arrête, docteur Marcel Guitogoulou, Christian, sans être... Oui, Christian, oui, oui, Clément Christian, je voulais Mirassa. ajouter un mot. Je vous en Christian, prie, si tu permets, je voulais ajouter un je mot. vous en prie. C'est qu'il faut bien comprendre dans le processus électoral congolais, c'est le rôle joué par deux institutions qui devraient être fortes, la Cour suprême et le Conseil, et la Cour constitutionnelle. Pourquoi, Christian? Parce que depuis de nombreuses années, la Commission nationale électorale dite indépendante n'est pas indépendante. Elle est présidée par Henri Bouka, le président de la Cour suprême. Vous vous rendez compte? Et Ça veut dire que, malheureusement nommé par voilà, le chef de l'État. Donc, il oui, faut nommé, savoir. je vais y venir. Malheureusement, lorsque nous disons que depuis 2002, le président de la République et le PCT ne sont pas en conformité avec la loi, ça veut dire que au niveau de la justice, on a couvert des faits qui touchaient à la loi. Et c'est extrêmement important. Du côté de la Cour constitutionnelle, il faut aussi rappeler que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a proclamé élu M. Denis Sassou Nguesso, on doit savoir qu'au moment où on le proclame, il n'est pas en conformité avec la loi. Ces institutions vont-elles continuer à agir dans ce sens ou bien elles sont capables de remise en cause? C'est aux Congolais d'être vigilants sur ces aspects et je crois que c'est des aspects que nous devrions suivre très sérieusement au niveau du rassemblement des forces du changement. C'est tout ce que je voulais dire. Tu peux reposer ta Merci question et puis Clément on va. Mirassa. Je reviens donc vers docteur Marcel Guitogoulou. Sans être un prophète, nous savons que toutes les conditions que vous avez énumérées tout à l'heure pour une élection apaisée ne pourront jamais être respectées. Vous avez parlé de la réforme de la loi électorale à l'écart
d'électeurs biométriques, mais aussi de la commission d'organisation des élections véritablement indépendante. Ça, c'est des choses qu'on ne pourra jamais, jamais obtenir de Denis Sassou Nguesso. Et dans votre déclaration que je venais de rappeler du 5 septembre dernier, vous disiez ne jamais cautionner un simulacre d'élection organisé dans l'opacité, l'injustice, l'exclusion et aux résultats connus d'avance. Qu'adviendra-t-il si jamais toutes ces conditions, évidemment, je l'ai dit, on n'a pas besoin d'être prophète, n'étaient pas réunies? Qu'adviendra-t-il? Merci beaucoup, Monsieur Perrin, pour votre insistance là-dessus, d'autant que nous avons déjà donné quelques éléments d'appréciation. En tout cas, euh, au niveau du Rassemblement des forces du changement, nous avons marqué notre volonté de changer l'équilibre des forces politiques dans le pays. Et ceci n'est possible que en rétablissant une confiance avec les populations qui souffrent aujourd'hui, qui ont besoin d'une lumière pour les guider dans cette obscurité, dans ces ténèbres que constitue le système du PCT. Et par rapport à cela, le moment viendra pour dire aux Congolais les stratégies qui seront mises en place. Mais en tout cas, on ne peut jamais dire jamais, jamais je ne boirai de cette eau. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais nous travaillons pour que, enfin, les choses aillent dans le sens du peuple. Merci Clément Mirassa. Nous allons bientôt boucler cette émission, mais il nous faut aussi aborder probablement l'actualité. Vous avez aussi suivi l'actualité. Il y a eu le rebondissement sur le protocole d'accord signé entre l'Olympique lyonnais de Michel Kang et Denis Sassou Nguesso, pour ne pas dire le Congo, un protocole d'accord qui coûtera 7 millions d'euros aux contribuables congolais, donc sensiblement 4 milliards par là chaque mois. Une délégation du club français olympique lyonnais, conduite par Madame Michel Kang, a été reçue en audience ce jeudi 31 juillet 2025 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. À en croire cette délégation, elle est venue faire part au chef de l'État de la signature d'un partenariat au mois de septembre prochain à Brazzaville. Son Excellence nous a reçus pour parler d'un partenariat entre le Congo et l'Olympique lyonnais. Et donc nous avons décrit avec lui quelles étaient les ambitions qu'il avait pour le développement du football avec notre club et à quel point est-ce que nous pouvions participer à l'essor de la formation et au renouveau de Tinkele avec notre effort. C'est un partenariat qui va être sur une durée de 4 ans. Donc ça en fait... Sur 4 ans, nous avons fait des petits calculs, c'est autour de 220 milliards de francs CFA. Et nous suivions un journaliste d'ailleurs français qui a démontré que ce contrat, en réalité, initialement était prévu pour 4 millions d'euros. Et il a été surfacturé à 7 millions d'euros, donc 4 milliards, quelque chose comme ça. Et surtout, c'est un projet qui interroge. Parce qu'à la base, je le rappelle, l'OL devait signer avec Kinshasa. C'était il y a un peu plus d'1 an. Destination RD Congo. Et là, on en avait parlé, il y a eu des gens, il y a eu aussi l'ancien directeur général, on essaie d'écarter l'initiateur du projet, qui est un Congolais de Kin, Luc Mangala, qui est donc à l'origine du Destination RD Congo. Et au milieu de tout ça, vous aviez 2 hommes. Vous avez Cisco Moulongo, qui travaille notamment pour le ministre des Sports à Kinshasa, aka le Bernard Tapie congolais, et un avocat lyonnais, Thierry Braillard, qui s'est toujours défendu, non, je suis pas là. Et ce qui est fou quand même, c'est que ces 2 personnes-là, qui à un moment donné ont essayé de récupérer un peu le projet de Kinshasa, hop, ils le proposent à Brazzaville. Donc ils le proposent à Hugues Golondélé et surtout au chef de cabinet, cher Charles, comme on l'appelle, Charles Makaya, quelque chose comme ça. Je dois être mal prononcé son de famille, il m'excusera. Et donc cette petite bande-là, ils disent super. Et donc ils arrivent à Lyon. Lyon, on le sait, est dans une situation précaire financièrement. Pour Kinshasa, c'est entre 4 millions et 4 millions et demi pour signer. Sponsor dans le dos, etc., avec plein d'autres choses derrière. Et là, des sommes que j'entends, c'est bien plus. Alors que l'OL, vu sa situation financière aujourd'hui à 3,5, 4, ils signent, ils n'ont pas le choix, ils ont besoin d'argent. Et on a la République du Congo qui arriverait et qui paierait entre 6 et 7 par an. Donc, il va falloir qu'on m'explique quelque chose, que le ministre et surtout le président de la République, M. Sassou Nguesso, explique à son peuple ce qui coûte entre 3 et 4 millions d'euros. Pourquoi son pays paierait entre 6 et 7? Ce qui vaut 3 ou 4, vous le payerez 6 ou 7? Non. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour le Congo de payer plus cher? Ah, les commissions, ce genre de choses. Vous savez le pire? C'est que ce projet n'a
Il n'est pas passé en Conseil des ministres, pas passé devant l'Assemblée, pas dans le Parlement. Il n'y a pas eu d'études préparatoires. Et on entend que oui, il y aurait des contreparties. Alors de la formation de coachs locaux, ok, très bien. Je ne savais pas que ça valait aussi cher. Et que notamment, il y aurait une réhabilitation du complexe de Kintélé. Alors je ne savais pas que l'Olympique Lyonnais était une entreprise de bâtiment, une entreprise de chantier, visiblement. C'est eux qui vont retaper le stade, mais on se fout de qui? Et quand tu te renseignes des deux côtés, non seulement tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de travaux préparatoires, qu'en gros, on va balancer des grandes lignes, hein, mais qu'il n'y a rien de concret. Et donc là, on est en train de mettre de la poudre aux yeux. Et surtout que ça ne répond à aucune règle démocratique pour un tel projet. D'ailleurs, on ne le voit pas dans le budget, etc. Alors ça pose énormément de questions. L'OL, ils sont contents. Il y a des gens qui arrivent, on va donner des millions. Et il y a quoi en contrepartie? La formation. Est-ce que c'est la formation la plus chère du monde pour des entraîneurs? Et je vais terminer là-dessus. Si le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, valide ce projet, valide de payer entre 6 à 7 millions par an pour quelque chose qui va entre 3 et 4, sans contrepartie, ça veut dire une seule chose, c'est qu'il ne contrôle plus son pays. À votre commentaire là-dessus. C'est de la méchanceté. On se moque des Congolais. Au moment où vous connaissez la situation, Christian, au niveau des hôpitaux, au niveau de l'école, au moment où vous connaissez la situation des retraités, au moment où vous connaissez la situation des étudiants, etc., est-ce que c'était une priorité, Christian? Mais moi, je ne suis pas choqué seulement par ça, je suis très choqué par ce qui se passe. Ce n'était pas une priorité. Et vous avez un gouvernement qui ne sort pas, qui n'arrive pas à sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé, mais qui continue à favoriser les aspects égoïstes, les aspects particuliers, etc. On n'en avait pas besoin. Je dis clairement, Christian, on n'en avait pas besoin de ce contrat. Et je crois qu'il faut l'annuler. Je crois qu'il faut l'annuler. J'ai suivi justement le reportage qui a été fait par ce journaliste français, mais on est que plus que choqués. On se pose la question, qu'est-ce que les Congolais ont pu faire à ces gouvernants pour bénéficier, sinon pour subir ces pratiques? Les détournements ne font rien. On constate qu'il y a 6 milliards qui se dissipent dans le cadre des bourses chaque année. Rien n'est fait. Les 14 000 milliards, on n'en parle pas. On n'arrive pas. Le ministre des Finances n'est pas à point noir pour dire payer les salaires, c'est un casse-tête, etc. Alors, au lieu d'agir sur la qualité de la dépense, on va davantage chercher à dépenser sur des choses qui n'ont véritablement rien à voir avec le coût de la vie, avec la condition de vie du Congolais. Et il faut mener une enquête pour savoir en réalité quels sont les dessous de ce contrat. Le Congo n'en avait pas besoin. Et Christian, tu ne dis pas il faut le relever. J'ai été d'autant plus choqué que quand je suis l'intervention de ce journaliste, mais il semble que ce contrat avait d'abord été proposé en RDC. En RDC, ils ont détourné ça, oui. Et la RDC n'en a plus voulu et on est venu au Congo. Le Congo, c'est la passoire. On a des difficultés, on ne s'en sort pas. La dette, comme Marcel l'a rappelé, fin juillet, elle était à 8 450 milliards, etc. Et on va venir parler aux Congolais de la résilience, on va venir parler. Le choix a été fait clairement. Ces gouvernants ont choisi une chose, c'est l'enrichissement illicite et plonger davantage les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Je rappelle aux gouvernants et surtout aux ministres qui chargeaient des sports que lorsque nous avions gagné la Coupe en 1972, lorsque nous avons gagné la Coupe en 1972, on n'était pas parti chercher des contrats. C'est la qualité, c'est la manière de gérer, c'est la gouvernance qui avait amené à ce qu'on gagne la Coupe. Ce n'est pas ces simulacres qui ne font qu'une chose, enrichir une partie des Congolais. Et c'est toujours fait en France, le pays où on est réputé pour les biens mal acquis, etc. Je suis très désolé pour ça et j'espère qu'ils auront le courage de mettre fin à ce contrat parce qu'il n'arrange nullement les Congolais et il ne fera même pas avancer le football congolais parce que les déboires qu'on a, etc., c'est le résultat de la mauvaise gouvernance. Donc voilà le comment. Maintenant, merci, Marcel qui est à Marseille, il a peut-être une autre information à donner sur ça, mais je déclare et je suis désolé qu'on puisse aller à la signature de ce genre de contrat. Et j'appelle Colline Makosso, qui se permet de dire que les populations réquisitionnent Denis Sassou Nguesso. C'est pour continuer à vivre ça. C'est pour continuer à plonger les Congolais dans la misère. Mais il faut que les Congolais le comprennent une fois. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Clément Mirassa. Alors,
C'est une image très illustrative, hein, parce que là, on a même rappelé que c'est un contrat qui était prévu pour la RDC, donc la République démocratique du Congo, à 4 milliards. Et ils ont détourné pour l'emmener vers le Congo, où le Congo lui-même a proposé, la République du Congo a proposé 7 milliards, donc surfacturé 7 milliards. Je pense que c'est ce que vous appelez d'ailleurs le colonialisme gouvernemental, Le colonialisme national. national. Mais cet épisode ne vient qu'appuyer d'autres épisodes que l'on connaît. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à chaque occasion et à chaque instant, les autorités essaient de créer des canaux d'évasion des fonds à leur profit. C'est du détournement pur et simple. Qu'y a-t-il dans ce contrat dans un pays où les étudiants sont laissés en abandon à l'extérieur, parfois pour des sommes beaucoup plus faibles que celles-là? Dans un pays où, à l'hôpital, on ne vous parle que le langage de l'argent. Est-ce que vous avez de l'argent? Non. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de soins. Dans un pays où l'enfant, pour aller à l'école, il va ventre affamé et il ne reçoit pas une éducation adaptée. Tout le monde sait que le pays n'a pour creuser pour son progrès et son développement que la qualité de l'éducation de ses enfants. Dans un pays où on a du mal à éradiquer la violence, prendre en charge les bébés noirs pour les réinsérer socialement, mais ça demande de l'argent. Pourquoi diable aller dépenser de l'argent comme si nous en avions à gaspiller, alors que nous avons des besoins qui demandent des investissements? Tout ça pour dire que malheureusement, ils n'ont pas choisi de servir le peuple, mais ils ont plutôt choisi de se servir eux. Et c'est dommageable. Et c'est pour ça que le changement est indispensable. Et c'est pour ça que le changement est indispensable. On va terminer par cette dernière information que vous avez certainement aussi lue. C'est voilà le sulfureux homme d'affaires français Vincent Bolloré qui avait versé 80 millions voilà, d'euros à Wilfried Nguesso. Vous le connaissez, c'est le neveu du chef de l'État du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et cette information, disons, jusqu'aujourd'hui où nous réalisons cette émission, nous sommes le 10 septembre 2025, personne n'a été interpellé, ni la justice, ni l'Assemblée nationale ne se sont saisis de la question, alors que, dans le même temps, on nous a présenté à la télé, voilà, des Congolais qui étaient accusés de tentatives de déstabilisation de l'État parce que l'information aurait été donnée sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez de cette affaire de l'avocat qui avait été inculpé, voilà, l'information selon le procureur de la République, l'information, il avait trouvé l'information sur les réseaux sociaux. Ici, on nous révèle que Vincent Bolloré a donné des millions d'euros, visiblement de l'argent détourné du contribuable congolais. Et personne n'agit, aucune institution ne se prononce là-dessus. Quelle lecture vous inspire finalement des institutions congolaises? Christian, si je peux me permettre de faire un commentaire, Je vous en prie. je parlerai du mépris que l'on a au Congo pour le peuple congolais. Et quand vous observez l'actualité politique, ce qui intéresse Anatole Kogine-Makosso, Premier ministre, mais en même temps juriste, il ne sait pas que Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Il ne sait pas que le PC... Et pourtant, Christian, tu vas fouiller un certain nombre de choses. Mais je vais rappeler quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises. J'ai introduit, en tant que citoyen, en 2020, un recours en inconstitutionnalité concernant l'élection qui avait permis que Sassou Nguesso puisse être reconduit comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente en juillet 2020.
a choisi d'en informer le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, etc. Jusqu'à aujourd'hui, silence radio. C'est dans leur habitude. Nous connaissons le scandale du Trésor Gate, où des mandats d'arrêt internationaux ont été émis et où les Congolais ont été surpris de découvrir que l'intéressé, le principal intéressé, Dongou Zidane, avait pu sortir le jour même de la signature de l'émission de l'arrêt, du mandat d'arrêt international. Mais qu'est-ce qu'on a appris au mariage de Bongo Junior? Non, Dongou Zidane est arrivé à Olombo dans un jet privé. Il a passé plusieurs jours. Il a assisté au mariage et certainement il est ressorti. Mais c'est la même chose. En fait, ces gens, les Colline Makosso, les Isidore Mbouba, hein, qui ne cessent que dire que Sassou, c'est l'homme de la situation. L'homme de la situation pour avoir amené le pays dans la catastrophe et dans la rue. Prenez tous les indicateurs. Marcel en a donné quelques-uns. Mais il y en a deux sur lesquels je vais insister. L'indice de perception de la corruption du Congo est de 23 sur 100, classé parmi le top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et ils prétendent se développer, aller à l'émergence. Vous n'irez jamais à l'émergence si vous ne prenez pas avec beaucoup d'appropriété la lutte contre la corruption. Ce n'est pas possible. Le deuxième indicateur que je donne, le Congo a un indice de perception a un indice de démocratie de 2,79 sur 10. Donc, le fait que tu relèves, mais rappelle-toi, Christian, lorsqu'il y a eu les révélations des Panama Papers, comme quoi 6 Congolais détenaient dans les paradis fiscaux 5 500 milliards. Le plus riche d'entre eux avait plus de 2 150 milliards dans les paradis. La réaction au Congo, c'était laquelle? Et au contraire, ce sont eux qui poussent à ce que, regardez le sort subi par la Sibouti, regardez le sort subi par Maître Bob Kaben Masuka. C'est chaque fois qu'ils soupçonnent, et écoutez les bruits, le nombre de gens qui m'appellent pour dire que dit-on qu'on va m'arrêter. Je ne sais pas, dit-on qu'on va m'arrêter. Il y a un laboratoire qui travaille chaque jour pour dire, voilà, Nyarassa, il faut qu'il soit arrêté parce qu'il ne nous laisse pas dormir. Mais tant que je vivrai, je dirais que le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Je dirais qu'il protège les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Et les dossiers sont là, ils sont connus de tout le monde. Donc, Christian, ce que tu dis, ça ne gêne personne. Toi-même, tu relèves que ni à l'Assemblée, ni au Sénat, les voix ne se sont élevées. Mais là-bas, il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'opposants au Sénat. Il n'y a pas d'opposants à l'Assemblée nationale. Pourquoi ces voix ne s'élèvent pas? Et c'est là où je dis, Christian, c'est pour ça qu'il faut se battre pour qu'en 2026, nous créions les conditions d'un réel changement et d'une réelle rupture dans ce pays. Je crois Merci, Dr Marcel Guitoukoulou. Je vous laisse donc conclure. Nous sommes à la fin de cette émission. Ce sera là votre mot de la fin. Merci beaucoup, M. Perrin. Juste 2 petits mots je vous en prie. Sur l'affaire Bolloré. De toutes les affaires qu'on a évoquées ou qu'on évoquera encore, le peuple congolais constatera que tout converge vers une seule direction. L'affaire du sport, qui en est le ministre, les Congolais savent qui c'est. Monsieur Wilfried Nguesso, les Congolais savent également qui c'est. Et aujourd'hui, s'il n'y a ni sanction, s'il n'y a ni évocation, c'est parce que simplement, ce sont des affaires qui concernent l'entourage immédiat du président de la République, qui a perdu la main, qui est incapable de sanctionner les menus frettins ou les gros poissons. Mais il faut également dire que le président de la République, aujourd'hui, représente le mal congolais. Il faut repréciser que le président Denis Sassou Nguesso est le symbole de l'échec et de la ruine du Congo. Parce qu'il a perdu le pouvoir de sanctionner et de tenir la barre. Lorsque nous avons dit ça,
Au regard de tout ce que nous avons échangé autour de la gouvernance électorale et le thème du changement, j'aimerais d'abord m'adresser au peuple congolais, qui doit réaliser que tout pays ne se libère que si ses fils et ses filles mettent la main autour de cette jarre qui est percée pour préserver l'intégrité du contenu. Ça, c'est la première leçon qui nous vient du Bénin avec le roi Guézo. La deuxième condition, c'est de dire que le moment de privilégier son intérêt personnel est fini. Il ne faut plus qu'il y ait question d'aller prendre les 2000, les 1000 francs pour aller se prendre une bouteille de bière, alors que demain matin, on va se retrouver à l'hôpital, on n'aura pas de soins. L'argent que les autres mettent en jeu pour parler du patriarche ou que sais-je encore, que les Congolais s'en rendent bien compte, c'est de l'argent public qui est sorti par d'autres voies pour servir des intérêts privés. La troisième leçon, c'est de dire aux hommes politiques cette fois, à l'opposition, que nous avons tout intérêt à nous tenir main dans la main. Parce que ce qui fait de nous d'hommes politiques, c'est le peuple. Ce qui fera de nous responsables demain, c'est de répondre aux exigences populaires. Mais on ne peut le faire de manière disparate. Le rassemblement des forces du changement, comme nous l'avions dit dans notre déclaration, tend la main à toutes les composantes de la classe politique congolaise et de la société civile pour que nous réalisions une unité d'action. Cela veut dire quoi? Notre pays aujourd'hui est assimilable à une maison qui est en feu. Quand ta maison brûle, toi-même, y compris les voisins, chacun tient entre ses mains une lance d'incendie pour éteindre le feu. C'est ce à quoi nous devons tous nous astreindre. Nous prenons l'exemple des changements qu'il y a eu en Afrique. Même si le président Denis Nguesso veut s'en inspirer en parlant désormais du panafricanisme. Attention, le panafricanisme, c'est lourd de sens. Pendant 42 ans, il nous a plutôt donné une autre image. Ce qui s'est passé au Gabon. Aujourd'hui, on voit que le président Brice Oligui Nguema, malgré le peu de temps qui lui a été laissé, il a su assurer une transition et il a su conquérir par les urnes un pouvoir qui lui permet aujourd'hui de mettre le Gabon sur la voie de la félicité. Tout le monde a vu comment il a pris les choses à bras le corps en sanctionnant des fonctionnaires véreux qui voulaient profiter du bien public. Et je pense que cet exemple-là doit travailler l'esprit de nos autorités pour comprendre que, au bout de 42 ans, en ayant été incapables d'assurer le bonheur et le vivre ensemble, ils sont disqualifiés pour la suite de l'évolution politique dans notre pays. Merci beaucoup. Je vous en prie, docteur Clément Mirassa, votre mot de la fin. Après ce que Marcel a si brillamment dit, je dirais une chose simple. Les Congolais ont un choix. Il y a deux choses, il y a deux visions. Le changement et la rupture, la continuation. Et le Congo est un pays à sauver. Les Congolais doivent en prendre conscience. Il faut que nous allions à la rupture et que nous menons toutes les démarches. Il y a une démarche qui pourrait être menée très rapidement et à laquelle
les Congolais pourraient être associés, c'est de tout mettre en œuvre pour que le Parti congolais du travail soit suspendu conformément à l'article 31 de la loi sur les partis. Ça permettrait quoi? Ça permettrait de remettre tout à plat. Ça permettrait aux Congolais de se retrouver. Et ça serait une bonne démarche à la fois démocratique et puis qui serait consensuelle. Mais est-ce que les gouvernants sont prêts puisqu'ils sont accrochés? La deuxième voie, s'ils la choisissent, la continuation, ben c'est enfoncer davantage les Congolais dans la misère, dans la souffrance. Ils le vivent déjà et ils continueront à vivre. L'exemple donné sur le contrat qui a été signé à Lyon montre clairement la méchanceté et le mépris que ces gouvernants ont pour les Congolais et qu'ils ne veulent pas du tout agir pour l'amélioration des conditions de vie. Nous, comme Marcel a dit, au niveau du Rassemblement des forces du changement, nous n'excluons personne. Nous voulons privilégier avec tout le monde un intérêt, l'intérêt général, loin de l'intérêt égoïste, l'intérêt du ventre, l'intérêt alimentaire. Une chose, il faut que nous sauvons le Congo. C'est cet appel que nous lançons. Et je crois qu'au niveau du rassemblement, nous avons l'engagement et la détermination de mener à bien les responsabilités qui sont les nôtres. Et nous invitons le peuple congolais à être debout pour qu'ensemble et avec une certaine complicité, nous allions vers ce changement et cette rupture tant demandée et tant souhaitée par le peuple. Il faut que les Congolais sortent de la peur et qu'ils disent que nous avons les moyens d'avancer. C'est sur ces mots, Christian, que je termine et je souhaite... Merci Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes statisticien, économiste, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais. Grand merci d'avoir participé à cette tribune. Également, docteur Marcel Guitokoulou, médecin spécialiste, anesthésiste, réanimateur, président du Congrès du Peuple. Ça a été un plaisir de vous avoir eu encore sur notre plateau. Sur ce, on se dit donc au revoir et à très bientôt. On va réanimer le pays ensemble. À bientôt, Christian. Merci beaucoup.